Bonjour, je suis Olivier Zédé, je suis notaire de père en fils et je vais vous parler de notariat dans Storytelling. Bonjour et bienvenue dans Storytelling. On va parler du notariat, un milieu très opaque, puissant et conservateur. Notre invité Olivier, notaire au parcours atypique, vient raconter son histoire et répondre à nos questions. J'ai plus besoin de vous rappeler que vous pouvez nous retrouver donc tous les mercredis pour un nouvel épisode, un nouvel invité. Donc évidemment en audio sur Deezer, Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez nous écouter dans le bain, en faisant du sport ou même dans la voiture. Et si vous avez envie de nous voir, eh bien sur notre chaîne YouTube. Donc on compte sur vous pour vous abonner, puisque ces abonnements nous permettront de vous reproposer d'autres histoires encore plus incroyables ou de nouveaux entrepreneurs et de nouvelles entreprises à découvrir. Et si vous souhaitez éventuellement laisser un commentaire à nos invités, eh bien tout ça est possible et ils se feront un plaisir de vous répondre. On va retrouver Olivier, mais avant je vous laisse découvrir notre partenaire pour ce podcast, Estmat. C'est parti. Bienvenue chez Estmat, votre négoce en matériaux de finition pour les particuliers et les professionnels. Découvrez toutes nos gammes de peintures intérieures et extérieures, adaptées à tous les supports, avec la possibilité de les teinter directement en magasin grâce à nos machines. Retrouvez tout le nécessaire pour une isolation extérieure performante et pérenne. Retrouvez aussi une gamme complète d'accessoires pratiques pour des finitions soignées et un chantier maîtrisé. Pour la menuiserie intérieure, Estmat propose des portes fins de chantier alliant design et confort, pleines, coulissantes ou encore palières. Donnez vie à vos projets avec une offre d'aménagement sur mesure. Que ce soit pour une cuisine équipée, un dressing fonctionnel, une salle de bain moderne ou une salle à manger conviviale, nous créons avec vous des espaces uniques, pensés selon vos goûts et vos besoins. Retrouvez un large choix de carrelage au format varié, en carreaux rectifiés idéal pour donner du caractère à vos sols, murs et extérieurs. Sans oublier notre sélection de parquets déclinés en différents coloris, épaisseurs et classes de résistance. Pour plus d'informations, rendez-vous en point de vente sur notre site ou nos réseaux sociaux. Bonjour Olivier. Bonjour Pascal. Alors, comment s'est passé cet accueil ? Très bien, un petit café, voilà. Ça va ? Tout le monde a été sympa avec toi ? Parfaitement, ouais. Bon, super. On va parler d'un sujet que tu connais bien, le notariat. Sujet qui est un peu sensible, parce qu'on connaît assez mal le monde du notariat. C'est une profession qui inspire confiance, mais qui reste assez fermée, très silencieuse aussi. Et on va balayer ton parcours. Donc, peut-être comme tu l'as annoncé tout à l'heure, notaire de père en fils. Je dirais même de grand-père. De grand-père en petit-fils. Alors, ça se dit moins, mais en tout cas, c'est la réalité. Et de ce parcours qui est aussi le tien, qui est un peu atypique. Donc, je te propose qu'on démarre tout de suite, mais par un petit jeu. Qu'est-ce que t'en penses ? Avec plaisir, je suis joueur. C'est vrai que t'es joueur ? Ouais. Ouais, je sais, moi. Moi, je te connais bien, donc je sais que je... On va vérifier si t'es bien notaire. C'est important. Donc, c'est question pour un notaire. Donc, je te pose 3 questions. Il faut juste que tu nous donnes les bonnes réponses. Et si ça va pas, on peut couper. Non, je plaisante. Et surtout, on ne me les a pas filées avant, les questions. On est bien d'accord. Je t'ai pas donné les questions. Alors, première question. Si je me paxe avec mon ou ma partenaire, est-ce que je deviens automatiquement son héritier en cas de décès ? Eh ben non, il faut faire un testament. Eh ben, c'est la bonne réponse, effectivement. Ouf, Contrairement au mariage, le Pacs n'ouvre aucun droit automatique à l'héritage. On est d'accord ? Il faut rédiger un testament. Bravo, première question. Premier passage. Deuxième question. On achète une maison à 2, mais on n'est ni marié ni pacsé. Est-ce qu'en cas de séparation, c'est 50-50 quoi qu'il arrive ? Ah non. Tout dépendra de l'investissement de chacun et des apports de chacun et du remboursement du prêt. Il y aura certainement un compte d'indivision à faire à la sortie. Bah, très bien. Encore une bonne réponse. On voit ton expérience parce que c'est quasiment la phrase que j'ai en réponse. Hein. Tout dépend du montant réellement apporté par chacun et surtout s'il n'y a pas d'acte spécifique, la répartition se fait en fonction de ce qui est écrit dans l'acte d'achat, pas forcément 50-50. Je suis quand même notaire depuis un petit moment. Oui, mais les auditeurs ne savent pas. Alors, troisième question. J'écris mon testament à la main sur un bout de papier. Il est valable ou pas ? Alors, il est valable, oui. Mais s'il n'est pas enregistré, est-ce qu'on va le retrouver ? Donc, il est valable, oui, mais il faut l'enregistrer chez un notaire pour qu'on puisse le retrouver. Alors, évidemment, c'est la bonne réponse. Oui, s'il est entièrement écrit à la main, daté signé par le testateur. Le testament holographe est parfaitement valable, mais il peut être contesté s'il est mal rédigé.
Eh bien, bravo. Les 3 questions, c'est à 100%. Donc, maintenant qu'on a vérifié que tu es bien notaire, On va passer aux choses on sérieuses. va passer aux choses sérieuses. Bon, alors, moi, j'ai pour habitude de dire qu'ici, quand on vient dans le storytelling, eh ben, c'est un peu sa thérapie. Tu vois, on est sur un canapé. Moi, je suis le psy. Ouais. Alors, tu t'allongeras pas parce que sinon, lui, il va avoir un problème, monsieur le réalisateur derrière. Mais l'idée, c'est qu'on va parcourir justement ton expérience, mais on va démarrer par l'enfance, quand tu étais petit, où tu as grandi, etc. Et on va essayer de mieux te connaître. Ça te va? Ouais, avec plaisir. Alors, première question, où as-tu grandi? J'ai grandi à Ornans. Mes parents étaient d'Ornans. J'ai fait jusqu'au collège l'école à Ornans. Après, je suis venu à Besançon. Et puis après, j'ai un parcours. Je donne tout mon parcours. Pas tout de suite. Non. Tu as grandi à Ornans. J'ai grandi à Ornans, oui. D'accord. L'environnement familial, c'était comment? L'environnement familial, c'est un papa notaire, une maman qui n'a pas été diplômée notaire parce qu'elle était enceinte de moi, mais qui est quasiment notaire, un grand-père notaire, une mamie des mamies qui étaient toujours présentes. Et puis voilà. D'accord. Donc, on comprend un peu mieux le parcours qui va arriver derrière. Hein. Quand tu étais enfant, tu rêvais de faire quoi? Alors, je rêvais de faire vétérinaire, parce que j'adore les animaux et surtout les chats, ou boulanger, parce que je suis un peu gourmand. D'accord, pas notaire en fait. Et du coup, ça n'a pas marché. D'accord. Quel genre d'élève étais-tu à l'école? Je pense un élève sérieux, ça Ouais. c'est sûr, et peut-être un peu réservé, qui assumait pas forcément tout. D'accord, studieux quand même. Oui. D'accord, donc c'était pas forcément le bout en train de la classe. Non, je suis pas beaucoup sorti. Ma jeunesse n'a pas été une jeunesse de folie à sortir dans les bars et dans les clubs. Ça a été un petit peu après, ouais. Ouais, c'est arrivé plus tard. Bon, d'accord. Avec du retard. Ok, quel cursus t'as suivi du coup? Et à la sortie du bac, je suis allé à la fac de droit. J'ai fait Besançon, Dijon, Lyon, Paris et Marseille pour mon diplôme de notaire. Waouh, c'est Globetrotters. J'aime bien le changement. Le Globetrotters des études, du coup, t'as fait toute la France. Doc de droit à Besançon, licence à Dijon, maîtrise à Lyon, DESS à Paris, à Sas, et puis diplôme du supérieur du notariat à Marseille. Dans quelle ville t'as préféré? Lyon, je crois. Ouais. D'accord. Alors, pourquoi as-tu décidé de devenir notaire, du coup, et pas vétérinaire, par exemple? Déjà parce que je suis trop sensible et que vétérinaire, je pense que voir les animaux mourir, je n'aurais pas été assez armé à voir ça. Je pense que non, avec le temps, en faisant ma fac de droit, j'ai appris au départ, je voulais être mandataire liquidateur, en fait, quelqu'un qui, soi-disant, redresse les entreprises, et je me suis rendu compte qu'il ne les redressait pas beaucoup. Et je ne sais pas s'il fallait le dire, ça. En fait, tu voulais aider, finalement, tu as aperçu que c'était pas toujours la réalité. Et je suis pas un homme de conflit, donc avocat, ça me convenait pas. Et même si je baignais dans le monde du notariat, forcément, j'avais une autre vision du notariat. Donc, mais voilà, c'est plus, je sais pas pourquoi. C'était pas forcément donc par rapport à l'environnement familial, parce que du coup, ça aurait pu être le cas. Ça aurait pu dire, bah, tiens, je vais là-bas parce que je vais dans le notariat parce qu'effectivement, j'ai le papa, le grand-père. Non, c'était pas Non, alors ça a aidé. Hein. Et on m'a souvent mis une étiquette de fils à papa qui me plaît pas forcément, mais ça n'empêche que j'ai eu des facilités d'accès, d'explication. Ça n'empêche que les diplômes, il faut les passer. Et puis, on passe ces diplômes que si on aime quand même ce qu'on apprend quand même. Oui, parce que c'est quand même des longues études. Eh oui, donc c'est temps. Et où as-tu fait tes stages? Mes stages. Alors, mon stage principal, je l'ai fait à Garéoul, dans une petite commune pas très loin d'Hyères, parce que je rêvais de soleil et de mer, et j'avais trouvé un stage loin d'ici, puisque ici, avec mon grand-père et mon papa, c'était pas facile de trouver un stage. On n'avait pas envie d'avoir le fils du concurrent dans son étude. Ah oui, ça s'explique donc, effectivement. Il y a quand même des choses qui peuvent être un peu compliquées, finalement, entre notaires, quoi. Donc, dans le sens où, là, si tu me dis, en fait, on n'a pas envie d'avoir le concurrent, c'est vraiment comme ça que ça se passe? C'est pas ça, mais c'est qu'il fallait trouver l'endroit où il n'y aurait pas eu de jugement, pas d'a priori, pas où je venais vraiment faire un stage comme quelqu'un d'inconnu. Et c'était bien de changer d'endroit, justement. Bon, et puis hier, c'était pas mal quand même.
Ouais, j'allais voir la mer très souvent. Mes collègues me disaient, tu vas encore voir la mer? Bah oui. Est-ce qu'il y a des pratiques différentes dans le Sud? Je pense que mes confrères vont me détester, mais j'ai appris tout ce qu'il fallait pas faire. Pourquoi ils te détesteraient? Alors du coup, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir quelques détails? Un exemple? Un exemple, Sans aller dans de grandes... Non, débat, mais... il y avait beaucoup d'agents immobiliers qui rendaient service à des amis, donc il n'y avait pas de commission d'agence parce qu'ils rendaient beaucoup de services. D'accord. Ouais. On appelle ça des services. Par exemple, ça, c'est une pratique différente. Voilà. Chez nous, on appelle ça autrement. Ok. Combien de temps es-tu resté, donc, du coup, dans le Sud? À Garéoul, 2 ans, le temps d'obtenir mon diplôme de notaire. Et je suis revenu aussi pour une attache familiale quand mon grand-père m'a pris entre 4 yeux et m'a dit « Mais tu vas pas revenir alors, avec tout ce que j'ai fait pour y arriver, personne va reprendre l'étude. » Et j'avais déjà la réponse dans ma tête, parce que le Sud me plaisait pas tant que ça au niveau clientèle. Donc je suis revenu, non seulement parce que ça me plaisait pas, mais aussi pour faire plaisir à mon grand-père. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose qui t'a poussé à revenir. Et puis mon grand-père, il avait pas loin de 90 ans, donc j'avais envie de profiter de lui, et voilà, j'ai bien fait parce que j'en ai profité jusqu'à la fin. Voilà. D'accord. Et du coup, ben, tu continues, donc t'arrives dans l'étude familiale. Oui. Ça se passe comment, ce démarrage? Ça se passe comment? Ça se passe comme le fils à papa qui arrive et qui a une place toute dorée, où on regarde ça d'un œil... ça n'empêche que je suis le fils qui est venu classer les archives l'été pour rendre service, où j'ai encore pas mon statut de notaire, où en fait on me fait pas confiance, contrairement à ce qu'on pense. D'accord. Et où donc c'est plus difficile? Alors, je pense que oui, parce que même les clients, il y a des clients qui prenaient rendez-vous une première fois avec moi, et 15 jours plus tard, je les voyais dans la salle d'attente, et je leur disais, ah bah tiens, ils avaient repris rendez-vous avec mon père pour les mêmes questions. D'accord. Oui, effectivement. Super rassurant. Donc, c'est quand même un problème de confiance. Voilà. D'accord. On part du métier de notaire, Oui. quelques minutes, parce que c'est un métier qui peut paraître assez flou pour certains. Est-ce que tu peux nous expliquer, en quelques mots, réellement ton métier de notaire? Alors, mon métier de notaire, c'est un métier principalement de conseil. Alors, certes, c'est un métier on va dire, de juriste qui sécurise les transactions et toutes les opérations de la vie, mais j'ai tendance à dire que le notaire, il est là de la naissance jusqu'à la mort pour accompagner les gens dans leur quotidien. C'est-à-dire qu'on va acheter un bien immobilier, on va se paxer, on va se marier, on va divorcer, on va donner à ses enfants, on va acheter une entreprise, on va céder une entreprise, un fonds de commerce, et puis on va régler une succession. D'accord, donc c'est vraiment complet. Et puis c'est très varié surtout. Ouais. Pas le temps de vous ennuyer chez les notaires, c'est pas possible ça. Est-ce qu'on passe forcément, donc tu as un peu répondu à la question, mais est-ce qu'on passe forcément chez un notaire au moins une fois dans sa vie? Alors, je pense que oui, parce que même si on n'achète pas un bien immobilier, on a parfois un testament à rédiger ou la succession de ses parents à régler. Donc, à mon avis, oui. Alors, notaire, c'est un métier un peu particulier qui est régi par l'ordre des notaires. Oui. On est d'accord. On est dépendant du ministre garde des Sceaux. Hein, donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement? Alors, c'est une profession réglementée, hein, on est nommé par le ministre. Hein, une fois qu'on a le diplôme, on n'est pas notaire, finalement. Hein. On est notaire quelque part, stagiaire, assistant. Et puis, quand on est nommé ou notaire salarié ou notaire associé, selon si on est juste salarié ou si on a acheté des parts dans la structure, eh bien, on est nommé par le ministre et on prête serment. On a quand même une certaine, on va dire, comme une charte à respecter. Voilà. Avec une déontologie entre les notaires, avec l'ordre des notaires, la chambre des notaires, qui vient faire respecter tout ça. Alors, on est sur des sujets un peu tabous, donc, en France, mais est-ce que finalement, un notaire, ça gagne bien sa vie? Alors, ça gagne bien sa vie si on travaille.
Voilà, et parce que moi je me suis jamais plaint, mais je crois que je travaille beaucoup, j'arrive à 7h, je finis à 21h, je travaille le samedi. Quelquefois le dimanche? Quelquefois le dimanche, voilà, les mails partent souvent le dimanche depuis chez moi, mais je pense que l'idée est fausse de croire que le notaire, il est au golf ou il est en train de faire des courses de voiture et pendant ce temps-là, les collaborateurs travaillent. Ça a peut-être eu lieu, mais ça n'existe plus, ça. Donc, et puis, on n'a pas... le notariat est quand même très diversifié, on a le notariat de la campagne, un notaire qui est au fin fond de la campagne avec des petits prix, des petits actes, entre guillemets, même s'il n'y a pas de petits actes, je parle rémunérateur, et le notaire parisien dans une grosse structure, dans une grande ville, je pense qu'on ne peut pas comparer. Mais globalement, on gagne bien sa vie, sauf dans certains endroits où ça reste compliqué. Voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu, parce que c'est des fois un sujet tabou, mais c'est bien, il faut savoir répondre. On a quelques défauts dans ce métier. On dit que c'est un métier de fils, de père en fils. Là, tu l'as évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que à un moment donné, ça n'a pas été le cas? Alors, ça a été le cas. Pascal, tu as entièrement raison. Ça a été le cas et c'était très compliqué d'acheter une étude. Sauf qu'avec la libéralisation et la possibilité d'installer des études, de créer des études, ça s'est quand même bien ouvert. Et maintenant, le nombre de fils de notaires est devenu minoritaire. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y avait une vraie transmission des études entre notaires. Déjà parce qu'il y avait un coût. Acheter une étude, c'était très cher et que tout le monde n'avait pas les moyens d'acheter et c'était pas forcément facile à financer. Maintenant, honnêtement, il y a toujours des fils de notaires, il y a toujours une génération de fils, de petits-fils et tout ça, mais tout est possible. Et aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire notaire, il ne faut pas qu'il pense qu'il ne pourra pas y arriver pour une histoire d'argent et qu'il ne pourra pas s'installer à cause de ça. C'est pas vrai. D'accord. Et on dit souvent que notariat est plutôt un club fermé. Est-ce que tu confirmes ça? Alors, un club fermé, même pour moi, ça l'a été, mais parce que je ne suis pas trop dans les rangs du notariat. Je suis pas... On va y revenir juste après, mais j'ai prévu une petite question. Mon père était déjà décalé, moi aussi, mais fermé dans le sens où je crois qu'il est encore régi par des principes rétrogrades sur certains points, et que le notariat vit sur des vestiges du passé, il y a besoin de le moderniser. On va y revenir aussi à ça. Comment on devient notaire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut avoir les bons codes, les bonnes origines aujourd'hui? Ah, les bonnes origines. Je pense qu'à une époque, alors on va remonter loin, mais une femme notaire, c'était compliqué pour elle. Aujourd'hui, il y a plein de femmes notaires et tout se passe bien. Maintenant... parlons franchement, un notaire black, est-ce que... il n'y en a pas beaucoup, regardez, à Besançon. Donc, je pense que la diversité, et aujourd'hui, ça ne pose de problème à personne dans la vie courante, mais dans certains métiers un petit peu protégés, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu as déjà vu justement des cas de népotisme ou de favoritisme dans l'attribution des offices? Alors, moi, à titre personnel, on a toujours voulu s'installer à Besançon avec mon papa et on avait démarché un notaire byzantin pour acheter son étude, fusionner avec Aornans, et je faisais plus de 50 000 km par an de voiture pour aller voir mes clients à Besançon. Et il y a eu une pression d'une ou deux grosses études à Besançon pour dire on ne veut pas te aider à Besançon. Et donc cette étude, on n'a pas pu l'acheter. Voilà. Donc je crois qu'il y a encore... plein de choses comme ça. Mais c'est pas si vieux. L'élection du président de la Chambre, on a un candidat et un candidat. Ah. Donc on a le candidat qu'on a pas forcément choisi. Voilà. Est-ce qu'un jeune sans réseau, issu d'un milieu modeste, a une vraie chance de percer dans ce métier? Alors, s'il s'accroche, oui. S'il montre ses qualités de travail, de rédaction, je suis persuadé qu'il trouvera sa place dans une étude. S'installer, prendre des parts dans une structure, je pense que celui qui est meilleur que les autres se détachera et y arrivera. Maintenant, celui qui vient juste avec un chèque pour acheter des parts, franchement, même aujourd'hui, il n'entre pas dans une société de notaire comme ça, parce qu'on a envie de quelqu'un avec qui on a un vrai échange. Être associé, c'est comme être marié, il faut s'entendre. Oui, un vrai feeling, quoi. Voilà. Ok. Et c'est une profession qui est plutôt stricte, avec beaucoup de règles. Qu'est-ce qui te dérange dans le métier de notaire aujourd'hui, s'il y avait quelque chose à donner Qu'est-ce qui me dérange? Ce qui m'a dérangé, c'est l'intolérance et parfois l'injustice. Voilà. Ok. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui,
Il y a encore un peu d'injustice, encore. Un petit peu moins d'intolérance, mais je ne sais pas où tu veux m'emmener. Je ne sais pas, je réponds. Moi, je pose une question. Non, mais si tu as quelque chose qui te dérange dans le métier en général. Je vous explique ma nomination, non? Ouais. Eh ben, alors, non, pas tout de suite, pas encore. Ça. Bon, on entend souvent que les notaires bénéficient d'un système très rentable et très protégé. Est-ce que c'est le cas? Très rentable au niveau des actes, tout Ouais. ça. Alors, on a un avantage, le notariat, contrairement aux avocats, le tarif est fixé par l'État. Donc, on n'a pas à dire notre acte va coûter tant, puisqu'il est fixé par le ministre. Et je trouve que c'est une force. Qu'on achète un bien à Lyon, Paris ou Marseille, en principe, le coût sera à peu de choses près le même. Donc pour une vente, je trouve que c'est une bonne chose. Ça évite une concurrence, une mauvaise concurrence, en jouant sur les tarifs. Le but, c'est d'avoir la qualité et pas forcément le prix. Donc chez nous, je pense que c'est important. Ah bah oui, je pense que c'est important quand même de choisir son notaire et que ce soit le même prix. Si on imagine que ça serait chacun ses honoraires, ça serait compliqué, quoi. Mais sinon, celui qui aura les moyens aura un très bon notaire, comme il pourra avoir un très bon avocat. Et celui qui n'a pas les moyens aura comme un avocat d'office qui sera pas forcément mauvais, mais qui va peut-être pas s'investir autant. Donc je pense que ça, c'est la force du notariat. Maintenant, il y a eu des actes qui étaient très rémunérateurs à une époque. Le notariat a corrigé toutes ces petites choses. Le tarif des notaires a été modifié. Il y a des actes qui le sont beaucoup moins. Une suppression d'hypothèque coûtait très cher. Aujourd'hui, c'est tarifé. C'est une formalité qui ne coûte pas trop cher aux clients. Donc c'est bien finalement. Oui, il y a eu des belles évolutions. Oui. Très bien. Alors, on va arriver aux dérives. Est-ce qu'il y a eu des dérives dans le notariat ou ce qu'il y en a en fait en général, si par exemple un notaire, alors je vais prendre le mot qui est important, mais est-ce que c'est un notaire déconne? Est-ce qu'il y a des vraies sanctions? Alors, on est tous solidaires. On a une seule assurance, Pascal. Donc, quand un notaire fait une erreur, alors une erreur, on en fait tous. Bien sûr. Le but, c'est de réparer, que le client soit indemnisé si on a commis une erreur. Donc là, l'assurance est là pour ça. Et on a une assurance globale. Donc là, de ce côté-là, le client, il est protégé mieux que toutes les autres professions. Maintenant, des dérives, il y en a. Il y a des dérives à Besançon. On a eu quand même un président de chambre qui a confondu sa comptabilité avec ses fonds personnels. Je crois qu'il y a dans tous les métiers, dans le notariat comme ailleurs, il y a des professionnels qui malheureusement ont eu une soif d'argent. Bien sûr. Et puis on fait un peu n'importe quoi. Et c'est vrai que là, pour le coup, l'argent, il y a quand même beaucoup qui transitent, certainement, chez les notaires. Donc c'est peut-être un peu plus tentant de faire des choses. C'est ce que je pense. C'était surtout une histoire d'argent. Hein. Ouais. Il y avait un autre notaire pas très loin dans le Jura qui gardait les fonds, notamment des plus-values, qui les a gardés pour lui. Enfin, on a toutes, mais dans toutes les régions. Hein. C'est pas seulement ici. Ah non, mais bien sûr. Et on a pu faire justement une recherche. Et là, on a vu que il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un notaire qui s'appelle Christophe Torresson, c'est apparu Oui. dans les journaux, qui a été condamné à 10 ans de prison pour détournement de près d'1 million d'euros d'héritage. Donc, comme quoi, c'est tentant, effectivement. Après, on a des clients qui sont, je pense, qui nous font entièrement confiance et que je pense qu'il est très facile d'obtenir une signature d'un client pour des choses qui peuvent nous bénéficier. Et c'est là que devient la dérive, quoi. Ouais. Donc, en fait, c'est à la fois une chance et un inconvénient. C'est une chance parce que ça a permis de nous rendre meilleurs. On était assis sur peut-être des vieilles habitudes, de fournir un service client de meilleure qualité. Donc ça, c'est une chance. L'inconvénient que j'y vois, et il ne faudrait pas que cette libéralisation aille trop loin, et que le tarif, comme je parlais tout à l'heure, il faut que ce tarif reste. Dans les pays où le tarif a été supprimé, les tarifs ont augmenté. Aujourd'hui, le tarif, il protège qui? Il protège le client qui achète un petit bien, puisque les honoraires ne sont pas très élevés. La plupart des actes en dessous de 150 000 euros ne sont pas rentables. Mais au moins, c'est un service client. Si le tarif est libéralisé, ces actes-là vont peut-être doubler de tarif. Et le client qui sera, on va dire, pénalisé, c'est le client qui achète une seule fois dans sa vie un appartement à 100 ou 150 000 euros. D'accord. Eh bien, écoute, on va passer sur ton parcours. Donc, tout à l'heure, on a dit que tu étais rentré dans l'étude familiale. Donc, tu démarres en quelle année, là ? Je démarre en 2000... J'ai été d'abord notaire salarié, en fait. D'accord. Donc, notaire salarié, c'était quoi, 2003 ça doit être ça. Et 2003. Après, 2008,
j'ai été nommé notaire associé Oui. jusqu'en 2018 où j'ai été nommé notaire à Besançon au lieu d'Ornans. Voilà, donc je suis passé par plusieurs étapes puisqu'on a créé une étude à Besançon. Donc ça, c'est une belle réussite, mais tu repars à zéro. Je repars avec, alors quand même avec mon fichier client, Oui. mais en repartant à zéro avec une fidèle collaboratrice à 2. Et on est 10 maintenant, mais c'était un peu un challenge. Et puis j'aime bien les challenges, j'aime bien la compétition. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que tu as été un notaire nouvelle génération? Nouvelle génération, mais avec 20 ans. Non, mais à l'époque où effectivement tu es arrivé sur le marché du notariat, est-ce que tu n'as pas un peu fait partie de ces personnes, pas tout seul, mais où ça a un petit peu changé, je trouve, par rapport à ce que c'était avant? Alors, j'ai été dans le droit fil de mon père, en fait. Mon père ne mettait pas de cravate, était plutôt quelqu'un de décontracté, qui allait chez les clients. S'il fallait signer chez les clients à la campagne, manger avec eux le soir, ça faisait partie je pense, de l'affectif qu'on peut avoir pour nos clients. Et quand je suis arrivé, j'ai repris la même lignée que mon papa, mais aussi avec un côté un peu décalé aussi, avec celui qui vient à l'étude. Je suis un fan de graffiti, il y a des graffitis partout. Je crois que j'aime pas trop qu'on m'appelle maître parce que ça a un côté, ça me dérange l'appellation. Si j'avais quelque chose à changer, c'est peut-être ça. Ah, voilà. On peut la refaire. On va refaire la question. Ouais. Non, mais on peut se la refaire juste après la question, pas de souci. Et je trouve que on m'a trop dit qu'il fallait suivre le rang du notariat en disant que on m'envoie parfois des SMS en me disant pourquoi tu factures pas les compromis, parce que nous on facture tous les compromis, et pourquoi pas toi, et pourquoi je ferais comme tout le monde. Donc, la question est que mon papa il a toujours privilégié le client avant les confrères, et moi j'ai fait pareil, peut-être avec certains, ça n'a pas toujours été facile, hein, mais au final, qui doit être content? Le client. On est d'accord. Alors, nous, on se connaît, hein, Ouais. on va pas se mentir, on se connaît bien. Ouais. Moi, pour avoir travaillé avec toi, ce qui a été, je trouve, une révolution, en tout cas, c'est un peu comme ça que moi j'ai pu le vivre, et je pense beaucoup, c'est que tu as été à l'époque un des seuls notaires à donner ton numéro de portable. Et tu le fais toujours, d'ailleurs. Toujours, j'en ai qu'un de portable. Ouais. C'est pas toujours facile de me joindre parce que l'agenda est chargé, mais oui. Donc, je trouve que ça, déjà, c'était une révolution. Et je pense qu'il y a énormément de notaires qui ont aujourd'hui certainement ton âge, et même des plus jeunes, qui effectivement font la même chose. C'est vrai qu'à l'époque, le notaire passait par la secrétaire, on ne le voyait qu'une fois, on ne pouvait jamais l'avoir au téléphone. Enfin, il y avait une distance qui avait été créée. Le notaire était un peu sur son piédestal, dans une pièce fermée, et on ne voyait qu'à la signature. Je pense que tout ça a changé, et puis le client, il aime bien nous avoir au téléphone. On crée vraiment un vrai lien. Donc, je pense que c'est aussi, ça rend plus fidèle le client. Donc, et c'est le cas. Et moi, je pense que j'en suis totalement d'accord. Mais c'est vrai qu'à l'époque où moi j'étais aussi dans l'immobilier, je me rappelle très bien qu'il fallait appeler au secrétariat pour avoir une réponse, et c'était hyper long. Et ça, je trouve que ça a changé un petit peu cette image de métier, l'image du métier de notaire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que quelque part, alors après, j'ai bien compris que tu l'exprimes d'une manière naturelle en disant papa était un peu comme ça, mais est-ce que finalement, t'as pas été un peu notaire commercial, notaire commerçant? Ah ben c'est sûr, parce qu'on a quand même, une entreprise à faire tourner, et que forcément on a envie d'avoir la clientèle qui nous ressemble. Donc je pense que j'ai pas fait de pratique commerciale puisque c'est interdit dans notre métier, mais je pense que j'ai rendu des services qui ont créé un lien avec mes clients et qui n'étaient peut-être pas avant. C'était une obligation d'aller chez le notaire. Maintenant, je pense que les clients ils sont contents de venir chez nous pour chercher un conseil. Et donc c'est peut-être la profession, elle a évolué quand même là-dessus. Exactement. Et les jeunes qui arrivent ont bien compris que c'était pas, rien n'était acquis. Si on se met pas à disposition du client et pas l'inverse, eh bien on n'aura pas de client. C'est évident. Et je pense que c'est de plus en plus vrai. Rappelle-toi, Pascal, tu osais pas m'inviter à manger la première fois. Ça, on n'était pas obligé de le dire. Mais en effet... Tu as demandé à ton épouse. Effectivement, alors on peut le dire, et j'ai pas honte de le dire. C'est vrai que moi, j'ai apprécié ta compagnie, notamment professionnelle, et je me suis dit, bah tiens, je voudrais inviter mon notaire, mais est-ce qu'il acceptera ?
pour te dire que ça prend toute la tendance de cette interview, c'est que le notariat est un peu fermé. On s'imagine que le notaire, il peut pas forcément venir manger chez le client. Et j'ai mis longtemps à prendre la décision finalement de t'inviter, et t'es venu. Voilà, oui. Donc, et tu m'as fait une raclette, et j'aime pas la raclette. En plus, tu n'aimais pas le fromage, mais à ce moment-là, je ne savais pas parce que c'est le premier repas. Je suis quand même revenu après. Bon, et alors du coup, je vais rentrer sur un sujet qui est quand même important. On a évoqué tout à l'heure, dans pas mal de questions, les possibles discriminations qu'il pouvait y avoir, ou qu'il peut y avoir, et en fait, qui peuvent encore exister. On a évoqué tout à l'heure. Et je sais que tu t'en caches pas, et je sais que tu m'as donné la permission, en fait, de pouvoir en parler. Aujourd'hui, donc, tu es homosexuel, et tu l'assumes complètement, tu l'as toujours assumé. Plus qu'auparavant, on est d'accord. Oui. Mais notariat et homosexualité, c'est quelque chose qui fait peut-être pas bon ménage, en tout cas à l'époque où tu deviens notaire. Quand j'ai été nommé, Pascal, le lendemain de l'année qui suit la nomination, on est convié à la réunion annuelle de tous les notaires de France. C'était à Paris, et c'était l'année qui a suivi la mise en place des PAC chez les notaires. Et j'étais dans ce grand, on va dire, séminaire à côté de notaires que je connaissais pas, et il y avait Mme le maire Anne Hidalgo qui était venue nous parler du PAC chez les notaires, et que c'était une belle évolution pour le notariat. Et là, tous les notaires se sont levés en disant on ne veut pas de ces clients-là chez nous. Ah oui. Voilà. Et moi, j'étais assis, je ne me suis pas levé. Je suis resté un peu embêté, enfin, je ne dis pas le mot, mais même blessé. Et je ne suis pas retourné le lendemain. Je ne suis jamais retourné à une réunion annuelle des notaires. Voilà. D'accord. Ok. Donc effectivement, ça doit être difficile à vivre. Et est-ce que par contre, les clients t'ont fait sentir des choses? Tu as déjà eu des... Alors, il y a un ou deux avocats qui, je sais, ne travaillent pas avec moi à cause de ça. Ils l'ont même dit à mon père. Mais c'est pas grave, ils travaillent avec ma sœur ou avec mon beau-frère. Donc, c'est pas grave, ils se restent... Je pense que je l'ai jamais caché, mais je l'ai jamais dit. C'est pas, oui, on vient pas chez moi avec une étiquette, on vient pas pour ça. Maintenant, si on me pose la question, je le dis clairement. Et ça montre juste une ouverture d'esprit. Je pense que le notariat, il a évolué là-dessus quand même, mais quand j'ai eu un petit affront avec un notaire qui a été président de la Chambre, hein, et qui m'a écrit par mail que j'avais des pratiques perverses, et que j'ai dû porter plainte en disant que si ça allait plus loin, je défendrais mon droit juste à la différence. Ça s'est arrêté parce que le notariat a eu très vite compris qu'il était embarqué dans une histoire qui allait mal finir pour eux. Et voilà. Ça s'est passé il y a 20 ans. Il n'y a pas longtemps. Voilà. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, l'ouverture d'esprit, elle est quand même encore un peu compliquée. Oui, mais parce qu'il y a encore 2-3 notaires assis sur leurs vieux principes. Mais on est là aussi pour faire bouger les choses, Pascal. Exactement, voilà. Et je pense que tiens, c'est peut-être quelque chose qui a changé pour le coup. Tiens, je repose la question. Qu'est-ce que tu changerais dans le monde du notariat, du coup? Eh bien, tout simplement, pourquoi on nous appelle maître? Pourquoi on ne nous appellerait pas Monsieur Zédé ou Olivier quand on le connaît bien? Tout le monde est maître de quelque chose. On n'a pas besoin de créer cette espèce de différence et de distance entre nous et nos clients. C'est vrai. Moi, je pense qu'effectivement, ça peut déstabiliser, mais est-ce que tout le monde vous appelle maître aujourd'hui? Non. Souvent, en plus, moi, je les reprends, je leur dis « Appelez-moi Olivier, ça m'ira bien. » Ça, c'est tout toi, je pense. Ça vient de l'éducation du papa, donc peut-être du grand-père même à l'époque. Donc, ok. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, d'anecdotes que tu aurais pu vivre, que ce soit triste ou drôle, parce qu'on aimerait bien savoir ce qui se passe un peu dans le bureau du notaire, un petit peu en off. Alors, une anecdote qui n'est pas spécialement notariale, mais enfin, je vais à France Bleu, j'ai des questions à des auditeurs, je suis expert à France Bleu depuis plus de 10 ans. Maître Olivier répond aux questions des auditeurs. Et donc, j'ai eu un auditeur qui m'a demandé s'il était possible que je vienne le paxer chez lui, parce que à l'époque, c'était pas les mairies, c'était le tribunal, et il voulait faire un petit repas en famille, tout ça. Donc, j'y suis allé, c'est du côté de Rougemont. Je mets l'adresse dans le GPS et j'arrive, c'est une salle des fêtes avec 100 personnes d'invités, ah oui. avec une estrade,
un petit bureau et on attend presque monsieur le maire qui vient paxer tout le monde, mais moi j'ai pas compris du tout ça. Ça devait être impressionnant. J'ai dû improviser un pax avec une cérémonie. Alors je les ai paxés avant et après j'ai fait une cérémonie parce que tout le monde attendait quelque chose, donc j'ai dû faire une espèce de petit show d'une quinzaine de minutes où ça a été, mais c'était tellement, tous les clients, tous les gens qui étaient là étaient tellement heureux que passé le moment de stress, j'étais tellement content d'être allé un samedi après-midi pour faire plaisir et puis de voir un petit couple vouloir faire une vraie fête parce qu'ils ne pouvaient pas se marier parce qu'à l'époque, le mariage gay n'était pas autorisé. Voilà. D'accord, mais en tout cas, c'est une belle anecdote. Donc, du coup, tu t'es transformé en prêtre, juste le temps d'une cérémonie. Bon, après, c'est peut-être pour ça que tu demandes à tous tes clients maintenant de les marier, finalement. Pour être invité à la fin. Ok. Autre anecdote que tu pourrais nous raconter ? Quand j'ai commencé notaire, je suis allé en inventaire avec mon papa dans une petite commune. Donc c'était une personne célibataire, pas d'enfants, et donc on a retrouvé tous les cousins qui venaient tous à l'inventaire parce qu'ils étaient tous héritiers. Et au moment de l'inventaire, on ouvre la petite table de nuit et on découvre un testament. Et un testament qui privait tout le monde de ses droits. Tout le monde était déshérité. Ils étaient tous là, donc c'était quand même... ils étaient tous là à dire, mais est-ce que c'est valable donc tous ce testament déshérités. Tous déshérités. C'était le voisin d'en face qui était héritier. Ah, sympa. Donc ça, c'était le premier tiroir. Et on ouvre l'armoire de la chambre, et là, on voit plein de culottes de femmes. Et il y avait un voleur de culottes dans la commune dont on n'avait jamais su qui c'était sur les fils à linge. Et donc c'était la succession qu'on a réglée. On a découvert qui avait été le voleur de culottes de la commune. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc vous avez résolu une affaire criminelle. Et oui, en même temps. D'accord. Et une autre je suis sûr qu'il y en a encore plein. Et une autre, je suis sûr qu'il y en a encore plein, mais... il y avait aussi, alors j'ai vendu une belle maison, une belle demeure fortifiée dans la vallée de la Loue, et au moment de la signature, la dame dit, mais comment je ferai pour mon mari? Son mari était décédé parce qu'il est enterré dans la terrasse. Et là, je lui dis, il est enterré dans la terrasse, mais comment c'est possible? Il est enterré dans la terrasse. Et oui, elle avait eu l'autorisation de la préfecture d'enterrer son mari sur la terrasse. Et en effet, il y avait une plaque, une pierre tombale sur la terrasse. Et je n'avais jamais vendu une maison avec une pierre tombale. Et en l'occurrence, j'ai appris à ce moment-là qu'on ne peut pas céder une pierre tombale. Donc les héritiers auront toujours le droit d'aller se recueillir sur cette terrasse. Donc j'ai prévenu l'acquéreur que s'il voyait défiler un pèlerinage d'héritiers, ce qui n'était pas le cas parce que monsieur n'avait pas d'enfant, mais en tout cas théoriquement, il y a une réserve dans l'acte qui dit que les héritiers auront le droit de venir se recueillir sur la tombe du défunt qui est sur la terrasse. Ah oui, ça, c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Et non. Et ça, faut le savoir. C'est quand même une histoire qui est incroyable parce que dire que, enfin, on n'entend pas ça tous les jours. Et puis, en tant qu'acheteur, et du coup, ils ont fini par acheter. Ils ont acheté quand même, oui, mais on l'a découvert à la signature, donc ça a un petit peu, pas refroidi, mais on s'y attendait pas en fait. C'est une histoire un peu exotique. Pas refroidi, on est aussi pas mal dans l'idée du truc. Mais c'est vrai que, voilà, il faut savoir quand même que c'est autorisé. Et ça l'est encore aujourd'hui, tu crois? Alors, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les préfectures, elles acceptent d'enterrer quelqu'un dans des propriétés privées, sauf cas d'exception, mais je ne crois pas. D'accord, bah écoute, merci pour ces petites anecdotes qui sont très sympathiques. Moi, je suis sûr que tu en as encore d'autres. Peut-être que si tu penses là à une autre, on va pouvoir, avant la fin de ce podcast, en avoir encore quelques-unes. Est-ce que tu as vécu des moments difficiles pendant tes actes, par exemple avec des clients sur une succession où ça peut être un peu triste, un peu lourd, un peu compliqué? Alors oui, je me suis attaché beaucoup à une cliente qui était malade, qui a vendu sa maison. À ce moment-là, et je peux le dire parce qu'il y a un petit moment, si elle remboursait son prêt, elle ne pouvait pas refaire un prêt. Donc elle était venue me voir, je lui ai conseillé, même si c'était pas très légal ce que je lui ai conseillé, de ne pas rembourser son prêt et de racheter un appartement. Avec ses deux petits jeunes qui étaient mineurs, elle a racheté un appartement parce qu'elle voulait laisser quelque chose à ses enfants, mais en espérant bien sûr que la guérison allait arriver. Sauf que j'ai été appelé une fois à l'hôpital et d'aller faire le testament où j'avais les deux jeunes qui étaient dans le couloir et ça a été très compliqué. J'y pense souvent parce qu'ils sont toujours clients, les deux petits jeunes. Elle est décédée, bien sûr, depuis. Et
le prêt n'avait pas été remboursé, mais elle avait acheté un appartement, les enfants ont hérité de l'appartement, le prêt a été remboursé par l'assurance, et ils sont venus me remercier en me disant on sait que l'appartement, elle a acheté parce que tu l'as conseillé comme ça, et si tu n'avais pas été là, on n'aurait pas d'appartement. Voilà. Donc, c'est une très belle histoire, ouais, et c'est beaucoup d'émotions, on le oui, sent. pour moi, c'était... Ouais. Mais on le sent aussi, moi, tu m'as mis des frissons, là. Effectivement, donc quand on est notaire, on peut aussi vivre des histoires aussi authentiques, en tout cas. Ok. Est-ce qu'on apprend à rester neutre parfois? Alors parfois oui, mais si on sent qu'il y a un moment notre rôle de notaire, on ne peut pas on peut pas être impartial. Je pense qu'il faut refuser le dossier. Et ça m'est déjà arrivé, déjà avec un couple de copains qui divorcent, très clairement, où moi j'ai peur qu'on me reproche d'avoir soutenu l'un ou l'autre. Donc je leur ai dit, je vous aime beaucoup, vous vous séparez, ça me dérange bien sûr, c'est votre choix, mais par contre je préfère que ça soit quelqu'un d'extérieur qui gère votre divorce. Et une ou deux fois, il faut avoir le courage de le faire. C'est plus ça en fait. C'est pas évident. Non. Puis des fois ils peuvent pas comprendre. Pour certains. En disant tout va bien aller, mais tout ne va pas toujours bien quand on divorce. Alors, est-ce que tu as un peu répondu à cette question, mais tu as peut-être une autre histoire, parce que du coup, tu as plein d'histoires. Est-ce que tu as déjà changé la vie de quelqu'un par une décision, un acte? Donc, tu l'as fait pour cette dame dont tu as parlé et ses enfants, un conseil. Est-ce qu'effectivement, ça a été le cas pour d'autres? Alors, à une époque, et là, c'est mon côté un peu militant, à l'époque où on devait certifier pas mal de documents pour des copains qui allaient utiliser une mère porteuse aux États-Unis. Il faut tamponner. Il y a plein de notaires qui refusent de tamponner ces documents. Certes, on ne fait que tamponner, certifier les signatures. On n'a pas pris parti. J'ai rien fait d'illégal, sauf que j'ai validé des documents leur permettant d'aller jusqu'au bout de leur projet. Et je pense que là, c'est un vrai service qu'on rend, puisque quand on reçoit une petite photo et en disant Olivier, la petite est là et c'est grâce à toi, ça fait partie des petits bonheurs qu'on a. Très bien. Alors, quelle est la plus grande surprise que tu as eue pendant une signature notaire? Alors, surprise, non, mais le contexte où vous avez le copain qui se sépare et l'ancienne copine vend à la nouvelle copine la part de la maison. Et donc, on a les deux copines, l'une qui est heureuse, l'autre qui est moins heureuse. Donc, dans le même bureau. C'est pas vraiment une surprise. Mais... Non, c'est pas une surprise. Ok. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, on sait que tu es notaire pour ici, anciennement France Bleu. Oui. À ton avis, pourquoi ils t'ont choisi toi? Alors, l'histoire à France Bleu, c'est une histoire, ça a été rocambolesque. J'y suis allé une fois parce qu'il y a un client qui était à France Bleu. On m'a appelé pour y aller. J'ai demandé à la chambre m'a donné son accord et ça a fonctionné. Sauf qu'après, ça a créé des jalousies. Donc, le notariat a décidé d'envoyer une personne à chaque fois différente. La France Bleu a refusé en disant il faut qu'il y ait un lien avec l'expert qui va venir régulièrement. Et donc, ils ont... accepté à une condition, après, mais je vous la fais courte, à condition que mon nom soit pas cité. Et donc, ils m'ont appelé Maître Olivier. Et donc, finalement, j'ai des clients, des fois, qui viennent en m'appelant Maître Olivier avec le côté, on a parlé de l'affectif et de la relation proche, en fait, la proximité des clients. Et je pense que Maître Olivier, ça a créé un lien encore plus fort. Bah, c'est sûr, et c'est évident. Et en fait, la fréquence où tu y vas, c'est quoi? Une fois par mois? Alors, ça dépend des saisons, parce qu'il y a des saisons où j'y allais une fois toutes les 3 semaines. J'y allais même aussi une fois par mois le dimanche. Ça a changé parce que les émissions changent. Là, on fait des petites questions-réponses qui diffusent toute la journée pour que ça soit accessible à tous les auditeurs. Donc là, je vais plutôt en studio, enregistrer les questions des auditeurs qu'ils ont cumulées pendant 1 ou 2 mois. Et après, on rediffuse les réponses enregistrées. D'accord. Et est-ce que ça t'a amené des clients? Alors, des clients sur des dossiers problématiques, pensant que Maître Olivier était magicien. Mais Maître Olivier n'est pas magicien. Les notaires ne sont pas magiciens. Et non. Il y a des trucs qu'on ne peut pas faire quand même. Et on peut les aider, mais il y a des choses qui sont quand même... Ok, d'accord, bon. Donc, bon, c'était pas les bons clients alors du coup. Non, mais voilà, peut-être de notoriété, voilà. Donc. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, t'es plus spécialisé au niveau des ventes immobilières sur des créneaux particuliers?
Alors, je crois que j'ai beaucoup de professionnels de l'immobilier, des marchands de biens, des promoteurs, et c'est vrai qu'avec qui j'ai tissé des liens depuis plus de 20 ans, donc c'est vrai que je les ai suivis dans toutes leurs opérations, avec des moments pas toujours faciles, mais spécialisés. Non, j'aime bien la diversité dans mon métier. Et si je faisais, des fois je vais faire 8 ventes dans la journée, bon, il faut reconnaître qu'il y a une certaine lassitude à la fin de la journée. Alors que si j'ai fait une vente, une succession, une donation, on est entré dans la vie des gens à différents moments de la vie. Donc c'est la diversité qui me plaît. On a bien compris ça. Alors, je vais te poser une dernière question. C'est la dernière. Je voudrais savoir quelle est la pire question que tu as reçue dans ta chronique. Alors, je vais dire la plus drôle, c'est que c'est... Alors, à France Bleu, ils ne l'ont jamais su, mais maintenant ils le sauront apparemment. C'était des copains qui avaient appelé en faisant une fausse question et en direct. Et donc, j'avais Marcel qui appelait de Nancy et qui voulait tout léguer à son chien. D'accord. Et quand j'ai entendu le son de la voix, j'ai reconnu le copain. Et là, en direct, face aux journalistes, je ne pouvais pas dire que c'était quelqu'un connu. J'ai dû improviser, façonner une réponse pour que ça passe comme quelque chose de normal. D'accord, donc tu as quand même fait une réponse. Alors j'aimerais bien savoir quelle est la réponse. C'était pas possible. On peut pas le faire en fait. Non. En France, on peut pas léguer en fait son héritage à son chien. Non, alors c'est Karl Lagerfeld qui a légué tout à Choupette, à sa petite Minette. Et en fait, c'est une fondation qui a été constituée avec des soins. Et la petite chatte, elle a pas hérité, mais elle a tout l'environnement pour être avec un confort maximum. D'accord, parce qu'effectivement, ça pourrait... C'est une question qui n'est pas si tordue que ça. Non. Ok, eh ben, un grand merci à toi, Olivier, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir accepté à répondre à ces questions qui n'étaient pas forcément toutes simples. Donc voilà. Alors vous pouvez retrouver Olivier évidemment sur ici donc toute la semaine. Donc a priori sur des petits des petits passages, des petits spots. Vous pouvez le retrouver à son étude également. Hein, on mettra évidemment un lien où on peut te retrouver. Et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le nouvel épisode et le nouvel invité. Et n'oubliez pas de liker, commenter et évidemment de vous abonner pour qu'on puisse vous reproposer d'autres histoires incroyables. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.